Salut les poolers et bienvenue à l'épisode du marché des vendeurs et des acheteurs, épisode 9 de la saison 1 de 100% Pool, le podcast propulsé partout sur le hockey qui va vous aider à gagner votre pool cette année. Je suis votre animateur Oli OG Fizet et je suis évidemment accompagné de mon co-animateur, le vendeur du village des valeurs, l'acheteur acharné des aubaines, Guillaume Eiserplan Corbeau. Corbeau, comment ça va? Ouch, Eiserplan, je l'aime pas celle-là, mais je vais prendre le Shanaplan à la place. Je vais passer à la première ronde puis je vais m'en aller. Ça va bien. Très hâte. C'est la première fois qu'on fait cet épisode-là. Assez excité. On a eu beaucoup de demandes, d'ailleurs, en commentaire dans nos inbox de ceux qui ont slide dans nos DM. Slide on in them DMs, dog. De faire un épisode, justement, vendeur, acheteur, slash buy low, sell high. Là, donc, première fois qu'on le fait aujourd'hui, un peu différent aussi de ce qu'on a fait avec les autres épisodes, avec le Dump and Chase et le Soutenable Insoutenable. On est vraiment dans une optique d'échange. Quel joueur à échanger, quel joueur à aller chercher. Fait que c'est vraiment... probablement ce que j'aime le plus faire dans un pool, c'est tenter de trouver le gars qui va le faire gagner. Fait que très excité de cet épisode-là. I'm so excited! C'est ce que j'allais dire. T'es l'expert dans tes pools, justement, des échanges. Écoute, tellement que tes coéquipiers veulent même plus te faire d'échanges en général, puis ils sont tout le temps méfiants. Fait que je pense que c'est vraiment une excellente idée, surtout que vous nous écrivez souvent pour nous dire, justement, nous dire de vos échanges que vous avez. Est-ce que je devrais le faire? Qui je devrais aller chercher? Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire et c'est ce qu'on va essayer de faire à chaque semaine avec cet épisode du marché des acheteurs et des vendeurs. Mais avant toute chose, allez nous suivre justement sur nos pages de médias sociaux, Instagram, YouTube, TikTok, à 100 Pool Podcast. Si vous avez justement des trades, vous hésitez entre deux joueurs que vous voulez trader, vous n'êtes pas sûr si vous êtes en train de vous faire avoir, allez nous écrire, ça va nous faire plaisir de vous aider. Et qui sait, on va peut-être choisir un échange ou deux justement pour venir en parler lors du prochain épisode du marché des acheteurs et des vendeurs. Puis aujourd'hui, à l'épisode, juste on va commencer avec le marché des acheteurs. Le but, c'est qu'on essaie de vous aider et de vous aiguiller pour que vous puissiez devenir le prochain Kent Hughes de vos pools. Et le premier joueur qu'on vous dit d'aller acheter, c'est Neil Pionk avec les Jets de Winnipeg. Guillaume, pourquoi tu irais chercher Neil Pionk? Pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est avec les défenseurs qu'on gagne des poules d'hockey, on ne le dira jamais assez. Et deuxièmement, parce que Pionk a un début de saison. Pour le moment, après 18 matchs, c'est une saison exécrable. 3 passes en 18 matchs. En perdre des cheveux sur la tête, je deviendrais Kent Hughes avoir Neil Pionk dans mon équipe. En fait, mais je ne comprends pas cette saison de Pionk parce que il n'y a absolument rien dans ses statistiques qui indique vers une régression de points. Au contraire, il devrait en faire plus que dans les dernières saisons. Il n'a jamais lancé autant ou à peu près à 2,1 tirs par match. Dans les 4 dernières saisons même, c'était entre 1,7 et 1,8. Donc, il tire plus, quasiment 15% de plus que les saisons passées. Il joue autant en avantage numérique, sinon plus, près de 2 minutes par match, donc quasiment 40%, 36%. Et son temps de jeu est rendu à quasiment 24. Par rapport aux saisons antérieures qu'il a fait, l'année dernière, il a fait un rythme de 46. Là, mais on parle d'un gars entre 36 et 45 points, là, donc entre 35 et 45 points. Ses statistiques présentement sont meilleures que ces saisons-là et il n'a que 3 points en ce moment. Donc, si je te fais un calcul mathématique très, très simple, il lui reste, on va dire, 60 matchs à jouer dans la saison, puis on dit qu'il va faire 35 points, mais il va faire 32 points en 60 matchs. Puis ça, c'est un gars d'un point aux 2 matchs, puis pour un défenseur, il n'y en a pas sur le marché. Neil Pionk en est un. Allez le chercher, il va finir par faire des points. Bon, il n'y a pas aucune passe secondaire. Ces 3 mentions d'aide, ce sont des passes primaires, là, donc des passes qui ont généré une occasion de marquer. Il joue beaucoup. Il joue avec Logan Stanley, c'est son partenaire à la défense, donc c'est lui le défenseur offensif des deux. Et quand on regarde leur différentiel en termes de buts, c'est 10 buts pour 3 buts contre. Donc, à 5 contre 5, il est aussi avantagé. Fait que tous les indicateurs sont en ce sens-là que Pionk devrait faire des points. Il ne les a juste pas encore fait. Fait que pour moi, Neil Pionk, c'est vraiment un gars à aller chercher si vous cherchez un défenseur. Puis je comprends que psychologiquement, des fois, c'est risqué là, de se dire je vais échanger
défenseur qui ne fera pas de points. Là. Zane Parek, par exemple, pour un Neil Pionk pour gagner cette année, mais vous ne serez pas déçus. Pionk va faire ses points. Pionk a toujours été ce genre de défenseur-là, un peu streaky, où est-ce qu'il y a des longues léthargies et qui explose par la suite. L'année passée, c'était l'inverse. Il avait commencé avec 19 points en 23 matchs pour ensuite revenir avec un gars d'un point ou deux matchs pour finir un petit peu plus, un peu plus lentement. Là, ça semble être une tendance inverse, mais pour l'avoir eu souvent dans mes poules, Neil Pionk, là, il fait toujours ça. C'est juste que c'est la première fois qu'il le fait en commençant la saison. Il va leur refaire son 35-40 points, j'en suis vraiment, vraiment convaincu. C'est probablement le joueur dans les acheteurs là, que je suis le plus convaincu de ma shot, c'est Neil Pionk. You bet your life on that? I would. C'est drôle parce que l'équipe, en général, on aurait cru quand même qu'il y aurait peut-être eu une régression du côté des attaquants, d'amener Jonathan Taves, d'avoir Namestnikov sur une deuxième ligne. Moi, en tout cas, j'aurais peut-être cru qu'il y aurait eu un petit peu moins d'offensive chez les Jets. En termes de buts pour par match, on est à 3,2 cette année, on est à 3,3 l'année dernière. Ça se tient en général. Donc, je suis d'accord avec toi. Normalement, il devrait être capable d'aller soutenir ce qu'il faisait l'année dernière. Donc, très bon choix de ce côté-là. Ce serait peut-être un joueur que je devrais aller regarder aussi. Le prochain, je vais être curieux de t'entendre. Puis même, je suis content de voir que c'est dans tes acheteurs parce que c'est un joueur que j'ai dans un de mes pools puis que j'hésitais à justement aller échanger. Est-ce que je devrais m'en débarrasser? C'est JT Miller chez les Rangers. Pourquoi, selon toi, c'est un joueur qu'on devrait aller acheter et non pas vendre? Should I buy it? En fait, c'est toujours un peu d'aller voir là, dans les deux épisodes, là, Nab, acheter, vendre, ça va, des fois, ça va un peu chevaucher. Pour moi, un joueur qui est comme JT Miller, par exemple, Braden Point, tu n'échanges pas ça parce qu'il peut exploser à n'importe quel moment, puis il peut se ramasser à faire une saison de 125 points. Tu n'auras jamais la pleine valeur d'un gars comme Braden Point parce qu'il est trop jeune, il est trop performant. Tu réussiras pas à aller chercher. Si tu vas chercher un gars de 90 points pour point, tu vas perdre. Il n'y a personne qui va te le donner, il ne performe pas assez. Fait que si tu vas chercher un gars de 65, 70, c'est sûr que tu perds ton échange au bout d'un an. T'sais. JT Miller, c'est pas tout à fait ça pour moi, parce que bon, il est plus vieux, il approche de 33 ans. Damn you, old man! Il joue dans une équipe qui en arrache d'un point de vue marqué des buts. Si ma mémoire est bonne, les Rangers se sont fait blanchir, je vais dire 6 fois, mais c'est peut-être trop, là. Vraiment trop ça, mais il était 0-6-1 à domicile depuis le début de la saison. Ils se sont fait blanchir 3 fois en 4 matchs. Bref, ça allait vraiment pas bien pour les Rangers. Et Miller, le genre de joueur qu'on a l'impression qu'il produit pas toujours tant que ça. C'est comme c'est pas un nom sexy, JT Miller dans un pool de hockey. Non, mais dis les gens, ce joueur-là là, que tu l'échangeras jamais parce qu'il y a trop de. Je sais pas, il y a un aura autour d'un joueur. Miller n'a pas ça. C'est-tu parce qu'il jouait dans l'Ouest pendant une certaine période de temps? Je ne sais pas, mais il ne l'a pas, même si dans les 4 dernières saisons, il n'a jamais été en dessous d'un pace d'un point par match. Il n'y a pas ça. Bref, l'année passée, il était à 0,97, là, vous m'excuserez, mais vous comprenez le principe. Mais Miller, en ce moment, là, il devrait avoir 2 fois plus de buts que ce qu'il a en ce moment. Il tire à 8,5 puis sa moyenne en carrière est à 15 Donc, il devrait avoir quasiment 2 fois plus de buts. Ça ferait passer de 4 à 8 buts. Déjà là, on parlerait d'un gars qui est 13 en 20. C'est pas assez bon pour écrire à sa mère, mais on commencerait à être un peu moins déçu à ce niveau-là. Quand tu regardes au niveau de ses passes secondaires, il est à 60 fait que c'est un peu élevé. C'est pas dans ses habitudes. C'est un gars qui, au contraire, généralement, il y a plus 25-35% de passes secondaires. Fait qu'il lui manque des passes décisives. Quand tu regardes évidemment les taux de complétion, là, de réussite au tir des Rangers, la majorité est en bas de leur moyenne de saison. Les Panarin, les Ibanejad, les Lafrenière ont tous un pourcentage de réussite très, très bas. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il aille se chercher cette passe-là, avant qu'il finisse par marquer. Je vois pas comment tu peux échanger JT Miller aujourd'hui puis espérer sortir gagnant d'un échange. En fait, c'est plus ça, je pense, le point. Qu'est-ce que tu peux aller chercher avec un gars qui fait même pas un point ou deux matchs en ce moment? Pas grand-chose, tu sais. Tandis que lui, il pourrait te faire il pourrait finir avec 75 points puis t'en faire 65 en 60. Tu sais, c'est pas impossible que ça soit le rythme de JT Miller. Fait que moi, ça me ferait trop peur de l'échanger. Les indicateurs sont trop positifs sur le fait qu'il va rebondir. Les Rangers vont mal aussi en général. Fait que, à un moment donné, là, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de points que tu relis ensemble pour te dire il va revenir à un rythme qui va être plus que décent. Moi, je suis assez confiant pour JT Miller. Là.
Si vous êtes un acheteur puis vous le voulez, allez le chercher. C'est définitif, c'est un gars qui va rebondir. Il frôlait le 17 du tir réussi dans les 3 dernières saisons. Les Rangers sont à l'inverse de Washington de l'année dernière, qui font que tout fonctionnait pour tous les joueurs de Washington qui étaient complètement overperformants versus les Rangers qui sont complètement à l'inverse. Rapidement, c'est quoi le genre de trade que tu ferais pour aller acheter un JT Miller pour aller le prendre d'un autre DG qui, lui, voit ça, qu'il a 1 point en 7 matchs, juste dans les 7 derniers matchs, en fait. Qu'est-ce que tu lui offrirais? Est-ce que tu as une petite idée? Ben, ça dépend c'est quoi vos formes de pool. Là. C'est sûr que si Évidemment. c'est un keeper, un jeune joueur, ça peut. Si vous êtes dans un mode de win now, ça peut toujours être payant. I want to win. Mais moi, je serais pas. Je suis très risqué dans mes échanges, peut-être, là, mais je serais pas gêné de donner un gars comme Marco Rossi, comme William Eklund, qui fonctionne plus aux alentours de 0.75, 0.80. Ça va devenir extrêmement alléchant. C'est très, très dur de dire non à un gars comme ça. Même si à la fin d'une saison, tu préfères le joueur 1 point par match qu'un gars qui est à 0.80. Moi, j'aime toujours ça, viser le gars qui va me faire le plus de points possible que d'aller chercher un bon jeune, mais que le plafond est peut-être pas aussi élevé. Peut-être que Rossi, s'il jouait en avantage numérique, ce serait différent avec Kaprizov. Mais un gars comme McLeod, difficile de voir quelle place qu'il va avoir dans le futur des Sharks. C'est le 4e attaquant en termes de talent dans cette équipe-là. Les Sharks vont encore avoir un autre gros joueur cette année. J'ai l'impression que c'est un. Je sais pas. OK. Tu me donnes à brûle pour point, je te dirais ce genre de joueur-là. Slavkovski pour JT Miller n'importe quand. C'est vraiment, pour moi, c'est des no-brainers d'aller chercher ces jeunes joueurs-là. Tu parlais de Marco Rossi, justement, ton prochain joueur à aller acheter, que tu me disais avant l'enregistrement de l'épisode, qui serait ce genre de joueur-là parfait pour le marché acheteur-vendeur. Yoel Eriksson Ek, justement, au Minnesota. Pourquoi lui, justement, t'irais le chercher? Tu venais de parler de Marco Rossi qui pourrait bien fonctionner lorsqu'il joue avec un Kirill Kaprizov. Est-ce que ce serait peut-être parce qu'il va jouer, justement, sur un avantage numérique numéro 1 avec Kirill Kaprizov? Absolument. Depuis le retour de Zuccarello, l'avantage numérique, c'est Kaprizov, Zuccarello, Boldy, Eriksson Ek. Et bon, là, on alterne entre Bouillaume et Spurgeon. Mais offensivement, c'est Eriksson Ek qui a cette place-là. C'est lui qui a la place dans le bumper, dans l'enclave, dans le haut de l'enclave, pour utiliser le terme plus francophone. C'est un gros bonhomme. Évidemment, 6 pieds 3, ça fait tout son sens. Et quand tu regardes, à l'exception de la saison dernière, où Kaprizov a été blessé une longue portion de la saison, les 2 saisons précédentes, Eriksson Ek, c'est un gars qui a fait entre 64 et 68 points. Fait que quand même, quand il joue avec Kaprizov en avantage numérique, il va aller chercher ses points à ce moment-là. Il avait fait 23 et 21 points en power play. Donc, il est capable de produire un avantage numérique. Présentement, ça va quand même bien, mais son pourcentage de tir est à 4,8. Il devrait avoir 2 fois plus de buts. C'est un gars qui marque sur environ 10 de ses tirs. Ce n'est pas un grand marqueur, mais 4,8, c'est quand même c'est digne des défenseurs. Donc, en ce moment, il est 13 points en 20 matchs. Mais s'il y avait le double des buts, il serait 16 en 20. Comment c'est un gars qui marche à 0,80 points par match? Ça, c'est en haut. C'est le 65 plus. Moi, j'ai racheté Eriksson Ek. C'est rarement un gars qui coûte cher aussi. Il n'y a pas un haut plafond. On le voit pas faire 100 points. Il est pas jeune. C'est comme à l'époque aller chercher Mikko Koivu. C'est un joueur qui était échangé à gauche, à droite parce qu'il donnait une qualité intéressante de points, mais jamais assez pour être un keeper année après année. Donc, moi, un gars comme Eriksson Ek ou je pense à Thomas Hertel, par exemple, ce sont des gars qui sont équivalents, qui vont te donner leur nombre de points année après année, qui jouent sur le premier avantage numérique. Eriksson Ek a juste un début de saison un petit peu, je vais dire, moyen. Je pense pas que ce soit catastrophique, mais un peu moyen. Puis moi, un gars moyen qui est supposé être bon, ça veut dire qu'il a une belle valeur. Il est sous sa valeur présentement. C'est quand même facile de négocier. De dire l'année passée, il a fait 50. Je pense pas qu'il va en faire bien plus que ça. J'ai besoin de ça dans mon équipe. Je pense pas que vous allez payer très, très cher pour un gars de 65, 70 points. Puis dans des pools plus profonds, généralement, c'est ces gars-là qui te font gagner. Les défenseurs, évidemment, mais tes attaquants un peu plus de profondeur, c'est là que tu peux aller chercher le maximum de points. Même chose, c'est un gars qui continue d'avoir le même rythme en termes de mise en échec. Il est juste un petit peu en deçà dans les points. Faites attention, il est quand même 4 points dans les 4 derniers matchs. Peut-être que ceux qui ont Eriksson Ek vont peut-être se dire qu'il est reparti, mais justement, s'ils ne le pensent pas puis que vous êtes capable justement d'aller les convaincre, ben
il est peut-être déjà commencé là, à vouloir rattraper un peu sa soixantaine, 65 points aussi. Donc, allez définitivement y jeter un petit coup d'œil. Et là, ton dernier joueur à aller acheter, va falloir que tu me l'expliques parce que moi, quand tu me parles d'aller chercher un joueur des Blues de Saint-Louis, ici, le camarade Pavel Buchnevich. Explique-moi pourquoi. C'est quoi? Fais-moi ton pitch de vente ou d'achat plutôt pour aller chercher Pavel Buchnevich. Je suis surpris que tu doutes parce que dans nos 2 derniers épisodes de Dump and Chase et Soutenable Insoutenable, c'est le premier camarade que j'ai mis. Greetings, comrades. Je suis surpris que tu sois pas plus confiant. C'est simple. Mais en fait, je vais te le dire parce que je me suis brûlé avec Pavel Buchnevich dans les 2 dernières années où je croyais qu'il était peut-être pas un point par match, mais quasiment qu'il allait aller dans du point 80, point 90 points par match. Puis je me suis un peu brûlé avec lui. Fait que c'est pour ça que ce camarade-là me fait un petit peu peur. Peut-être à cause justement du billet qu'il était dans mes équipes dans les dernières années. Je comprends. De l'autre côté, quand tu regardes ses statistiques en carrière, tu te dis qu'en ce moment, le gars il roule un rythme de 30 points par saison, pardon. Je pense qu'il fera pas ça. Il n'aura pas sa pire saison en carrière cette année. Il va revenir de l'arrière. Il va se racheter en termes de points. Son pourcentage de tir est en bas de 6%. Donc, il devrait être plus aux alentours de 12, 13, 14. En carrière, sa moyenne, c'est 14. Donc, on devrait plus être aux alentours de 14. C'est peut-être quoi? 2 buts et demi de plus. 3 buts, en fait, de 2,5 fois le nombre de buts qu'il a en ce moment. Il y en a 2. Donc, on va dire 5. Ben là, ça lui donnerait 10 points en 19 matchs. Déjà là, on commence à trouver ça un peu plus intéressant. Son nombre de tirs par match n'est pas anormalement bas. Il est à 1,8. Il y a eu des bonnes saisons, évidemment, à 2,7, 2,6, mais il a fait du 2 aussi pour aller chercher une soixantaine de points. Là. Fait que c'est pas inquiétant à ce niveau-là non plus. En fait, il avait même fait du 2 où il avait fait 67 points, mais sur un pace de 87 qui aurait été sa meilleure saison. Fait que oui, effectivement. Son temps de jeu est à 18 minutes. C'est pas, il a déjà fait plus, mais c'est quand même pas un temps de jeu d'un gars de 3 4e trio. Donc, j'étais assez confiant là-dessus. Il joue en avantage numérique. Il joue 50, 60, 70% du temps d'avantage numérique. Les Blues vont mal, mais à un moment donné, ça peut pas toujours aller mal. Tout le monde chez les Blues peuvent pas connaître leur pire saison en carrière tous en même temps. Are you sure about that? Ça va revenir tranquillement. Donc, j'étais assez confiant. Puis le reste de ces des statistiques avancées externes, là, pourcentage de zone de mise en jeu en zone offensive, passe secondaire, rien d'alarmant. 60% de passe secondaire, c'est un peu élevé, mais c'est pas non plus c'est pas complètement off, là, pardon, excusez-moi l'expression. Fait que j'ai juste l'impression que ces chiffres sont assez normaux, qu'il devrait connaître le même nombre de points l'année passée, là, la soixantaine-ish, puis qu'il l'a juste pas fait. Fait que si tous les chiffres indiquent qu'il devrait faire 2 fois plus de points que ce qu'il y a en ce moment, puis qu'il l'a pas fait, pour moi, c'est un gars que j'irai acheter. C'est un buy low candidate. Fait que si on dit qu'il fait 60 points, mettons qu'on dit qu'il fait 55 pour te faire plaisir, c'est quand même 48 points dans ses 60 prochains matchs. C'est non négligeable. Rapidement, avant de passer au marché des vendeurs, justement, c'est quoi qui fait que tu vas tirer la gâchette pour aller chercher un joueur pour te dire que, OK, c'est maintenant qu'il faut aller le chercher parce qu'en ce moment, il ne faut pas se mentir, il est dans une torpeur, il ne joue pas très bien, Pavel Buchnevich, contrairement à un Eriksson, par exemple, qui lui vient peut-être juste de recommencer à pogner la bonne vague. Buchnevich, lui, est encore dans le creux. Tu vas aller tirer la gâchette lorsqu'il est dans le creux ou qu'il vient de peut-être avoir un bon match. Tu allais parler aujourd'hui, en fait, de Sam Reinhart. Au moment où on enregistre cet épisode-ci, il va peut-être sortir plus tard cette semaine. Mais en ce moment, on enregistre le lundi 17 novembre. Mais le joueur Reinhart que tu allais mettre aujourd'hui vient d'avoir 3 points ce soir. Ça montre que, justement, c'est quoi le bon timing pour aller acheter rapidement? Il n'y a pas tant de bon timing. Je pense que moi, je préfère acheter avant la première bonne performance parce que du moment qu'il y a une bonne performance, le prix augmente. Donc, un gars comme Buchnevich en ce moment qui n'a pas de points ces 3 derniers matchs, pour moi, c'est le gars que j'irai acheter maintenant. Reinhart, excusez l'expression, je l'ai spoté, je l'ai ciblé la semaine dernière en me disant il y avait une seule mention d'aide. Il était anormalement très, très bas.
tu dis, c'est sûr que ce joueur-là a trop de temps de glace. Les Panthers sont quand même pas aussi, ils sont pas médiocres. Il va finir par exploser. Bon, j'aurais pas prévu 7 points en 3 matchs, là. Mais ce n'était qu'une question de temps parce que statistiquement parlant, tout était au beau fixe par rapport aux saisons passées. Il a juste été malchanceux. Buchnevich, c'est exactement ça. Fait que Eriksson Ek, j'aurais aimé ça l'avoir la semaine passée avant qu'il commence à faire, je sais pas s'il y a 3 points en 3 matchs. J'aurais aimé ça l'avoir avant. Parce qu'on, tu sais, Hugues en a parlé la semaine dernière dans notre épisode, qu'il l'aimait bien puis qu'il aurait aimé ça l'avoir. Ben, c'est exactement le même principe. Donc pour moi, Buchnevich, Neil Pionk surtout, là, c'est des gars où est-ce que tu dis, peut-être qu'ils vont encore avoir 2-3 matchs moyens, mais sur la longue run, ça va être payant. Il n'y a pas de bon timing, mais je pense qu'un gars en pleine léthargie coûtera jamais très, très cher. Tu sais, Neil Pionk, il a 3 points. Fait que tu pourrais le donner contre ton jeune défenseur qui en a 5. Puis, tu sais, je pense à Olen Zellweger contre Neil Pionk. Là. Moi, je le ferais. OK. Il n'y a pas de bon ou de mauvais timing. Bon. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Mais le bon timing, c'est quand ton joueur est. En fait, le bon timing, c'est quand ça va pas bien, que la valeur est au plus bas. Donc, est-ce que Buchnevich peut être pire que 7 points en 19 matchs? S'il était 6 points ou 7 points, il vaudrait pas plus cher. Donc, il peut pas être plus bas que ça. Ça veut dire que c'est le moment de l'acheter si ses statistiques sont au beau fixe. Versus un gars comme Andrei Zechnikov qui vient d'être remis sur leur premier trio. Là, en ce moment, oui, encore, je pense que c'est 10 points en 19 matchs, mais sa valeur est à la hausse. Fait que ça vaut pas la peine d'acheter un gars quand sa valeur est à la hausse. Tu vas payer plus cher que ce que tu aurais payé avant. Fait que tu vas te payer le plein prix. Ben, en fait, pour justement les joueurs qui sont en hausse puis qui ça vaut peut-être la peine d'échanger, parlons du marché des vendeurs. Oh, everything is for sale. Everything. Premier joueur que tu nous conseilles d'aller vendre, Akira Schmid des Golden Knights de Vegas. Est-ce que c'est parce qu'un Carter Hart va revenir, va arriver plutôt bientôt avec les Golden Knights ou parce qu'un Aiden Hill va revenir puis en ce moment il joue très bien? Ben oui, je pense que c'est toutes ces réponses. Et j'ajouterais la portion parce que Akira Schmid a en 10 matchs seulement 3 départs de qualité. Yikes! Fait que oui, il y a 7 victoires. Là. Pour un gardien de but, là, pour répondre à la question précédente, un gardien de but, savoir quand le vendre, c'est quand son nombre de départs de qualité et son nombre de victoires est disproportionnel. Donc, ici, Schmidt, c'est le meilleur exemple. Oui, il y a 7 victoires, 1 défaite et 2 défaites en prolongation. Donc, c'est vraiment c'est excellent. Mais une moyenne de 900 à travers tout ça, c'est quand même pas très, très fort. Moyenne de but alloué de 2,5, mais quand je regarde la moyenne d'arrêt, c'est peut-être ça qui a le plus de valeur dans un gardien de but que 10 matchs de jouer. 900, c'est quand même bas. Puis 3 départs de qualité en 10 matchs, c'est très, très peu. On vise de 50%, puis on est à 30 du point de vue de Schmid. Donc, est-ce que Carter Hart, quand il va arriver, peut faire pire que ça? Ça va être difficile. Et quand Aiden Hill va revenir, bien, automatiquement, Schmid va être mis à l'écart. Donc, Schmid va encore être dans les buts quelques matchs. Fait que c'est un sacrifice de points que je ferais présentement pour aller chercher peut-être un gardien de but à volume, qui a peut-être un moins bon début de saison, par exemple, mais qui va être souvent dans les filets. Si tu me donnes le choix entre Akira Schmid ou Dustin Wolf, je vais prendre Wolf, même si les Flames vont pas bien. Parce que pour chaque match que Schmid va garder des buts, Wolf va en garder 5. Fait que j'exagère, là, mais Non, mais c'est à peu près ça. Je comprends ce que tu veux dire. Scott Wedgwood, peut-être en début d'année, était un peu ce genre de candidat-là qui prenait la place d'un blessé, revient, va quand même bien jouer lorsqu'il va jouer, mais va jouer moins de matchs normalement. Donc, ça vaut la peine. La seule affaire, c'est que Wedgwood avait des départs de qualité. En 15 matchs, Wedgwood en a 10, donc il est bon. Fait que je suis pas sûr que c'est pas un joueur que je vendrais parce que oui, Blackwood revient, mais l'Avalanche n'a aucun intérêt à ne pas faire. Puis c'est ce qu'ils font depuis le retour de Blackwood. D'ailleurs, Wedgwood voit vraiment beaucoup d'action parce qu'il joue bien. Schmidt, c'est pas le cas. Fait que tu vas mettre le gardien de but qui te donne le plus de chances de gagner. Puis ça va être Schmidt ou Hart ou Hill. T'sais. J'ai tellement hâte qu'on fasse notre épisode de fin d'année, qu'on va revoir tous les joueurs qu'on avait dit. On va pouvoir se faire un épisode de je l'avais calé puis de me rappeler que j'avais dit que Scott Wedgwood n'avait pas des mauvaises statistiques avec le Colorado et que j'avais très hâte de voir ce qu'il allait faire cette saison. I called it. He called it. Un joueur qui a 0 départ de qualité en 5 matchs, 3 victoires et 1 défaite en prolongation. Un joueur que tu disais qui était un des pires de la Ligue nationale de hockey, Philippe Grubauer, qui est dans tes joueurs à aller vendre, évidemment. Oh yeah, he's the worst. He's the absolute worst there is. Je pense qu'on vient très bien d'expliquer pourquoi ce serait un excellent candidat à vendre.
catastrophe, Philippe Grubauer. Et là, Quand même, il est 3 victoires aux 0 défaites en temps réglementaire. Guillaume, là, arrête, là, prends 2 secondes. Non, je veux dire, puis statistiquement, quand tu le regardes, une moyenne d'arrêt de 904, 2,21 de moyenne de balles, oui, mais aucun départ de qualité. 3 victoires. Je veux dire, Grubauer est une catastrophe entre les poteaux. Joey Ducard est blessé. Matt Murray s'est blessé aussi. Fait que là, la valeur de Grubauer ne peut pas être plus élevée qu'en ce moment. Ça peut pas être plus élevé. Fait que si vous êtes capable de l'échanger, faites-le. Du moment qu'un des deux revient, il va disparaître. Tu sais, Matt Murray avait quand même 3 départs de qualité en 5 matchs avant de se blesser. Grubauer est à 0. Là. Fait que c'est vraiment. Je trouve que c'est particulièrement frappant de voir à quel point Grubauer est mauvais. Vendez-moi ça, échangez ça, faites tout pour vous en débarrasser. Dump his ass. Je sais qu'il y a 3 victoires, mais comme il va peut-être finir 3-9-1. Là. C'est pas impossible qu'il s'en ait 9 défaites en ligne. Si vous avez Seattle comme équipe, là, je sais qu'il y a des fois, il y a des poules, il y en a qui prennent des équipes. Désolé pour vous autres, Seattle risque de perdre quelques matchs consécutifs. Des paris sportifs, là, parier contre Grubauer, c'est toujours payant. C'est toujours payant. Tentez d'être un Iserman, Kent Hughes. Décrochez le téléphone, appelez absolument tous vos collègues de pool pour pouvoir trouver le bon poisson qui va vous le prendre. Autrement, on va y aller avec 2 défenseurs en ce moment pour terminer le marché des vendeurs. Un joueur que je vais être curieux de t'entendre parler parce que dans un pool de catégories, il a d'autant plus de valeur que pour les points, parce que normalement, il n'en fait pas tout le temps. Jacob Trouba des Ducks d'Anaheim. Je pense qu'on peut comprendre tout de suite pourquoi il faut aller le vendre. Il surperforme au niveau de ses points. Oui, il est très, très, très important. Il continue de bien jouer dans les catégories des mises en échec et des blocs aussi. Mais parce qu'il fait autant de points, c'est pour ça qu'il faut aller l'échanger parce que c'est pas lui qui va continuer de faire des points à Anaheim. Non, l'affaire, c'est que la valeur de Trouba va devenir. Ça va être difficile de mettre une valeur sur Trouba. C'est-à-dire que s'il y avait 9 points en 19 matchs, par exemple, on serait capable de dire ah ben il va ralentir, puis c'est plus un gars de, je veux dire, une trentaine de points par saison, 25 points par saison. Là, il est tellement overperformant que même si tu dis ah, il va ralentir, il peut quand même pas ralentir tant que ça, puis de faire juste 30 points à la fin de la saison. Je vais aller le chercher. Il y a quand même une perception de valeur différente qu'un joueur est aussi performant sur une aussi longue période, mais qu'il n'y a pas le déploiement qui vient avec. T'sais. Fait que moi, c'est ce qui me fait dire que Trouba a une valeur d'échange. Je ne sais pas si tu as compris ce que je veux dire, là, mais c'est-à-dire que Trouba a tellement de points que c'est difficile de se dire qu'il va revenir performant. C'est un peu l'inverse de Neil Pionk de dire ah, il est tellement mauvais, c'est impossible de dire que ce gars-là va faire des points. Trouba, c'est l'inverse. C'est impossible de dire ah, il en fera plus pantoute. Mais il en fera plus pantoute. Ça se peut qu'il en fasse pas pendant 12 matchs. Tu sais, c'est pas impossible. Il est résolument défensif. Là, on a commencé à donner un petit peu d'avantage numérique, mais tu sais, c'est des étincelles qu'on lui donne. C'est du 15, du 20 Je pense pas que ça va être sur le long terme. On fait juste. Je pense que les Ducks vont juste continuer la vague. Il y a aussi cet aspect-là. Les Ducks comptent vraiment trop de buts. Leo Carson ne finira pas avec 144 points à la fin de la saison, puis un pourcentage de tir d'en haut de 30 Donc, tout ça pour dire que Jacob Trouba, échangez-le. La valeur à fixer, c'est peut-être plus un. Et si vous êtes capable d'aller chercher la valeur d'un défenseur de 35-40 points dans votre pool, ça va être une excellente valeur. Si vous allez chercher un défenseur de 30 points, ben, c'est pas mal la valeur traditionnelle de Trouba. Puis dans un multi-cats, ben là, vous pouvez demander la lune, là, je veux dire. Gâtez-vous, là. Non, gâtez-vous. Puis tu l'as dit, les Ducks étaient déjà trop performants. On en a parlé. Je crois encore qu'ils peuvent continuer de trôner au-dessus de leur division, peut-être. Mais ils ont déjà commencé à régresser un tout petit peu au niveau de leur performance et des points. Surtout chez les attaquants. Quand tu regardes ça là, sur notre outil que l'on utilise, toi et moi, il y a beaucoup de joueurs qui commencent de plus en plus à être en panne sèche. Donc, vraiment, là, allez les changer tout de suite. Et là, un autre vendeur, tu m'as un peu surpris quand j'ai vu le nom que tu as inscrit pour ce dernier vendeur. Morgan Riley, c'est un joueur que tu aimerais échanger puis que tu nous conseilles justement d'aller peut-être décrocher encore une fois le téléphone. Ben écoute, Ali, il y a 15 points en 18 matchs, Morgan Riley. Puis Riley a toujours eu une bonne et une mauvaise. Une bonne saison, une mauvaise saison. Une bonne saison, une mauvaise saison. Si vous regardez historiquement, là, c'est impressionnant à quel point ce gars-là est bon une fois sur deux. Et là, on se dit, cette année, ce serait la bonne saison, tu sais.
Malheureusement, le seul élément l'élément principal qui me dérange, c'est que quand il faisait ses grosses saisons de 60, 65 points, 70 points quasiment en termes de pacing, c'est un gars qui tirait beaucoup au filet. Il tirait du 2.7, du 2.4, du 2.7, en haut de 2.5 tirs par match. Et là, il est à 1.8. Et là, tu commences à te demander, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il tire moins? Est-ce qu'il va garder aller chercher ses points quand même en tirant moins? Et quand il tirait à 1.8, c'était plus un gars de 50 points qu'un gars de 70 points. Donc, la raison pourquoi je le mets dans une position de vendeur, c'est que si vous êtes capable d'aller chercher la valeur d'un gars de 65 points pour Morgan Riley, des défenseurs qui font des points, je comprends que c'est rare, puis c'est avec ça que tu gagnes des poules, mais vous êtes dans une position que vous ne gagnerez pas cette année, puis vous avez Morgan Riley, vendez-les, puis vous pouvez vendre la lune, vous pouvez le vendre comme un gars de 65, 70 points, vous pouvez dire que c'est la saison où est-ce qu'il va faire ses points. Je pense que c'est là que réside la valeur de Morgan Riley, parce que il y a quand même aussi 66% de passes secondaires, Riley. C'est énorme. Venant d'un gars qui a marqué aussi un petit peu trop de buts. Tu sais, quand tu es secondaire, tu as un petit peu trop de buts, tu t'es repassé au filet, tu joues un petit peu moins d'avantage numérique. Ekman Larsson a pris de l'avantage numérique quand même assez souvent. Moi, ça me ferait peur. Depuis le début de la saison, en fait, dans les 6-7 derniers matchs, Riley n'a pas vraiment dominé l'avantage numérique. On parle de 55%. Fait que, tu sais, c'est pas le 70, 75, 80% auquel il nous a déjà habitués. Ah, c'est Ekman Larsson, même des fois, qui prenait l'avantage numérique numéro 1 avec Toronto. Donc, franchement, si vous pouvez justement aller trouver preneur pour un Morgan Riley, franchement, ça vaut vraiment la peine. Surtout que, en tout cas, Toronto, cette saison, du moins, contrairement aux dernières saisons, j'avais un peu peur, surtout de la manière qu'ils ont commencé la saison. Il faut croire que 9 points en 8 matchs pour Morgan Riley, du moins, c'est effectivement un bon moment. Oui, puis tu sais, c'est pas un mauvais défenseur offensif, mais c'est comme ça à Toronto, on n'a jamais voulu lui donner cette étiquette-là d'être le défenseur offensif numéro 1. On tente par tous les moyens de mettre quelqu'un d'autre à sa place. On a essayé John Klingberg, on a essayé justement Ekman Larsson. On a essayé de mettre 5 attaquants. On a vraiment essayé de ne pas le mettre en avantage numérique et on continue d'avoir toujours cette philosophie-là, ce qui me fait dire que puis il tire moins. Les deux ensemble, je trouve que c'est un peu pas un scénario catastrophe qui s'écrit, mais je serais surpris qu'ils fassent 65, 70 points. Les Leafs, ils ont quand même pas si bien que ça non plus. Là. Ils n'ont pas pas une grosse fiche. C'est le temps de le vendre au gros prix. Des défenseurs de 65, 70 points, là, je ne sais pas dans vos poules à vous comment ça se vend, mais par chez nous, c'est très difficile d'acquérir. Fait que s'il y en a un qui est disponible, vous devriez avoir des bons jeunes joueurs pour vos keepers. Sans problème, un bon gardien, peu importe. Là, je pense que vous avez un très beau joyau à échanger. Il ne faut juste pas attendre trop longtemps. Si vous attendez un autre 10 matchs, faut rider la vague quand elle est là. Ride that wave till bath time. Riley, là, vous avez peut-être une semaine et demie maximum pour aller chercher la pleine valeur. Après ça, ça va être peut-être que ça va réduire. Là. Fait que c'est un peu ça aussi pour tous les marchés, tout le marché acheteur-vendeur. Là, c'est pas. Ça a une bonne durée de vie, mais pas trop. Timing is everything, des fois. Timing is everything. 3 matchs, 5 matchs, ça va être trop tard. La fenêtre va Sam fermer. Reinhart, 3 matchs, c'était trop. Exactement. Fait que si vous avez des questions, vous vous demandez, vous avez des suggestions d'échanges, moi, ça m'a fait plaisir d'échanger avec quelques-uns d'entre vous. Shout out à mon ami Corey qui m'en a envoyé plusieurs dans les dernières semaines. Mais c'est un plaisir d'échanger, de discuter sur des échanges. C'est ce qu'on fait la majorité du temps sur des poules de hockey quand on en parle. C'est discuter de trade. Fait que allez nous écrire, allez commenter sur nos vidéos. Instagram, YouTube, TikTok à 100 poules podcast. Suggérez-nous le plus de trades que vous avez. Décrivez-nous aussi le type de pool dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans un pool de catégorie salariale, le nombre de joueurs qui sont avec vous, ça va nous aider à vous aiguiller le plus possible. Puis surtout, vous donner les meilleures suggestions pour que vous puissiez gagner votre pool cette année. Salut les poolers.